bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une méthode et je vais vous faire vivre une expérience qui va vous aider à mieux gérer vos émotions, à guérir vos blessures, à mieux vous aimer, à vous sentir mieux en fait avec vous-même et avec les autres. Alors dans un premier temps, on va regarder un petit peu quels sont vos mécanismes, vos réactions émotionnelles automatiques. C'est quoi qui bloque? Il est où le problème? D'où est-ce qu'elle vient votre souffrance? Dans un deuxième temps, je vais vous raconter mon histoire, je vais vous raconter une quête qui a duré 10 ans et dans laquelle j'ai essayé de trouver des solutions pour aller mieux avec mon anxiété, pour mieux m'aimer, pour mieux gérer mes émotions. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y avait un passage secret. Mais j'ai mis 10 ans avant de le trouver, ce passage secret. Et vous avez le même passage secret à l'intérieur de vous. Il y a plein de gens qui sont passés par ce passage secret et qui ont guéri leurs blessures, qui ont appris comment aller mieux, qui se sont apaisés. Mais le truc, c'est que pour trouver ce passage secret qui est à l'intérieur de nous tous, il faut trouver la bonne porte, ou plutôt les bonnes portes. Et donc, je vous ferai découvrir ces deux portes que moi j'ai mis 10 ans à découvrir, que vous pouvez ouvrir pour vous transformer intérieurement. Ensuite, on va pratiquer ensemble. Je vais vous faire vivre une expérience. Je vais vous faire vivre une méditation et ensuite une visualisation guidée. Et vous allez voir que ça va être fort. Pourquoi est-ce que je crois ça, que ça va être fort? Parce que cette vidéo, en fait, à la base, c'était un atelier que j'animais sous forme présentielle et puis en ligne. Et je l'ai animé plein de fois. Et j'ai eu des centaines de retours, de très bonnes notes sur l'application Knock, où je le mettais en ligne. Et surtout, j'ai eu des dizaines et des dizaines de commentaires ou des mails que les gens m'envoyaient, comme Isabelle, qui a dit qu'en 1 heure d'atelier avec moi, elle avait trouvé plus qu'en des années de thérapie, ou d'autres personnes qui ont trouvé que c'était trop fort, que c'était vraiment une expérience très forte. Alors cet atelier, j'ai décidé d'en faire une vidéo, et c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et donc j'espère que vous aussi, vous allez apprendre des choses et vivre une expérience forte, et que vous me ferez peut-être un petit retour, ou vous m'enverrez un petit mail. Cependant, si vous voulez vivre vraiment cette expérience, il faut que vous vous mettiez dans de bonnes conditions pour le faire. Donc si vous êtes dans les transports, ou en train de faire la cuisine et d'écouter ça, je vous invite à arrêter, et à programmer dans votre emploi du temps un temps tranquille, posé, où vous êtes sûr que vous serez à l'aise pour regarder cette vidéo, de prendre des notes, un papier, un crayon, et d'être sûr que personne ne va vous déranger, notamment pour les visualisations et méditations qu'on fera à la fin de la vidéo. Alors je vais commencer par me présenter. Qui suis-je? Je m'appelle Jean-François Berne, et j'ai été professeur pendant plusieurs années. J'étais prof de maths, très heureux, au collège, en lycée. Voilà, j'aimais beaucoup mon métier, je me suis beaucoup amusé comme prof, j'aimais beaucoup le côté humain. Mais il y a 2 ans, j'ai décidé d'aller passer une année complète dans un monastère bouddhiste, un lieu qui s'appelle le village des pruniers, qui a été fondé par Thich Nhat Hanh. Et cette année, ça a été une année extraordinaire de découverte spirituelle, de guérison intérieure, d'apprentissage sur moi-même, d'exploration intérieure. C'est une année qui m'a fait beaucoup de bien, dans laquelle je me suis fait des super amis. Enfin bref, ça a été une année extraordinaire. Et en ressortant de cette expérience, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de solide à l'intérieur de moi que j'avais envie de transmettre. Et donc je suis devenu thérapeute. Et aujourd'hui, je suis thérapeute en intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle, c'est une méthode qui utilise l'IFS. L'IFS, je vais vous expliquer ce que c'est à la fin de cette vidéo. En gros, ma spécialité, c'est d'aider les gens à guérir de leurs blessures intérieures, à mieux s'aimer, à mieux gérer leurs émotions. Donc je fais ça dans mon cabinet à Lyon, et tous les jours, j'accueille des personnes que j'accompagne en accompagnement individuel. Et si vous êtes curieux de tout ça, vous pouvez jeter un coup d'œil à mon site jfberne.com. Vous verrez un peu la tête de mon travail et de ce que j'y présente. Alors pour commencer cette vidéo, je vous propose un exercice d'aller trouver quelle est votre blessure intérieure. En fait, je vais vous présenter 10 mécanismes. C'est des mécanismes psychologiques qui peuvent être des blocages, des souffrances émotionnelles, voilà, des réactions, des façons de fonctionner. C'est une liste pour vous aider à sentir où est-ce que vous vous situez, vous. Donc, je vous invite à prendre un papier et un crayon, et quand vous voyez qu'il y a un mécanisme dans lequel vous vous reconnaissez, vous le notez. Vous notez juste le nom du mécanisme. C'est des schémas que je vois se répéter chez les personnes qui ont des blessures intérieures. Donc, je vais vous les donner, et je vous propose de faire l'exercice d'identifier quelle est la vôtre ou quels sont les vôtres. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme de la dépendance affective. La dépendance affective, en fait, c'est quand je m'attache trop et trop vite à l'autre, quand je suis dépendant de l'autre dans la relation. Alors ça peut se caractériser de plein de manières, je ne peux pas vivre sans les autres, je ne peux pas décider sans l'autre, je ressens souvent de l'anxiété, qui m'abandonne, qui part ailleurs, j'ai besoin de sentir la présence, que ce soit physiquement ou qui m'envoie 10 textos dans la journée.
Je caricature un petit peu, hein, évidemment, il y a des degrés. La dépendance affective, ça peut être par exemple, j'envoie un petit texto à quelqu'un que j'apprécie. Ça peut être un petit texto pour prendre des nouvelles, comment ça va. Ça peut être un petit texto avec une intention positive, joyeux anniversaire, je t'aime. Ça peut être un texto pour faire une demande à la personne. Est-ce que tu auras envie qu'on dîne ensemble, qu'on prenne un verre? Et le dépendant affectif, il va être très anxieux de la réponse. Il envoie son texto, il dit quand est-ce qu'il va me répondre, ou, il a envie qu'on lui réponde vite. Au bout de 10 minutes, il reçoit une notification. Ah non, c'était pas ça. Bon, quand est-ce qu'il va me répondre? Un deuxième texto? Non, c'est toujours pas ça. Et au bout d'une heure, et de 2 heures, et puis d'une journée, la personne, elle a toujours pas répondu. Et là, le dépendant affectif, il commence à avoir des doutes. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il va me répondre? Vous voyez, ça l'obsède. Il y a de l'anxiété. Il y a une charge mentale. Là où une personne qui n'a pas de dépendance affective, elle va se dire, tiens, il m'a pas répondu, mais c'est léger pour elle. Donc c'est ça la dépendance affective, c'est cette anxiété dans le lien. Est-ce que je suis bien dans le lien? Est-ce que l'autre m'aime? Est-ce qu'il ne va pas m'abandonner? Si ça résonne en vous, je vous propose de noter sur votre petit papier, dépendance affective. Deuxième mécanisme, c'est la suradaptation. Quelqu'un qui est dans la suradaptation, c'est quelqu'un qui va complètement s'adapter à l'autre. En fait, au lieu d'habiter dans sa propre maison, c'est comme s'il habitait chez l'autre, donc psychologiquement parlant. Comme si au lieu de répondre à ses propres besoins, il était toujours en permanence en train de répondre aux besoins de l'autre. Oh, il est en colère, donc il faut que je fasse très attention. Oh, il se sent pas bien, donc je vais venir vers lui, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Mais ça peut être fait de façon ajustée, mais la personne suradaptée, ça va toujours être l'autre en premier, l'autre, et jamais mes besoins, mais moi. Donc par exemple, si je suis un suradapté et que j'ai trop de travail cette semaine et je reçois un mail d'un collègue qui me demande est-ce que tu pourrais me rendre ce petit service? Je vais dire oui. Je vais dire oui pour lui faire plaisir. Mais est-ce que moi, j'ose demander des services? Bah non, j'ai peur de déranger, je me dis, il a peut-être pas le temps. Donc vous voyez, il n'y a pas de réciprocité dans ma conception des choses. Si c'est pour répondre aux besoins des autres, ah ouais, pas de souci. Mais mes propres besoins, je les néglige. Il a un petit côté sauveur, un petit côté très surempathique, en fait. Et parfois, la personne qui est suradaptée, ça lui a posé vraiment des problèmes parce que en ne posant pas ses limites, en ne s'écoutant pas, en n'osant pas dire non, en étant toujours adapté à l'autre, il peut aussi rentrer dans des mécanismes où l'autre commence à prendre trop de place, des mécanismes de harcèlement, de manipulation. Donc c'est des choses qui peuvent arriver aussi malheureusement. En fait, ce qu'il ressent le plus souvent, le suradapté, c'est de la culpabilité. Il se sent souvent coupable dans les relations. Si ça vous parle, je vous propose d'écrire suradaptation. Le prochain mécanisme, c'est la timidité. La timidité, c'est de l'inhibition. De l'inhibition, c'est quand la peur nous paralyse. Vous savez, comme une gazelle qui voit un lion, elle se fiche sur place. L'inhibition. Donc, dans un contexte social. Une personne qui est timide, qui est inhibée socialement, si on la regarde dans les yeux, elle peut se sentir un petit peu mal à l'aise. Il y a un petit truc dans le corps qui est là, qui passe un petit malaise, et du coup, elle se sent obligée de détourner le regard. Là, ça va mieux. Surtout si la personne l'impressionne. Si elle est amoureuse de la personne, alors là, ça va être encore plus difficile. Le timide, il y a plein de choses qu'il n'ose pas faire, il n'ose pas aller vers les autres. Dans la vie sociale, il a déjà vécu peut-être l'expérience de ne pas avoir osé, pendant des mois ou des années, dire à une personne dont il était amoureux qu'il était amoureuse d'elle, pas oser faire le premier pas. Donc le timide, il ressent de l'inhibition, de la peur dans les relations sociales. Ensuite, il y a le vilain petit canard. Alors le vilain petit canard, lui, il se sent moins bien que les autres, il se sent insuffisant, il a l'impression qu'il ne mérite pas d'appartenir. Il se compare beaucoup aux autres, et quand il se compare aux autres, c'est systématiquement pour se trouver moins bien. Il a une grande blessure d'estime de soi. Soit c'est un vilain petit canard qui est complètement transparent, personne ne me voit jamais, soit c'est un vilain petit canard qui prend trop de place, et du coup, les autres le jugent, tu nous énerves, sors, dégage, tu prends trop de place. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'a pas sa place, en fait, parmi les autres. Le vilain petit canard, donc il a le sentiment qu'il mérite qu'on le rejette, qu'il n'appartient pas, et il peut ressentir de la honte d'être qui il est. Il y a une blessure d'estime de soi derrière. Mécanisme suivant, c'est le mécanisme de la victime. C'est de la colère, de la jalousie, de l'impuissance que je ressens. Ah, ce monde qui est responsable de mon malheur, ou cette personne qui est responsable de mon malheur, ou lui, il réussit mieux que moi. Je me sens impuissant et je me sens en colère face à ça. La carapace. Si vous avez une carapace, alors il y a plusieurs types de carapaces. En fait, vous avez un masque et vous n'êtes pas authentiquement vous-même devant les autres. Il peut y avoir le masque de Monsieur Parfait ou Madame Parfait. Tout va bien
Et quand quelque chose va mal, je fais semblant que je ne suis pas touché pour garder mon masque, ma protection de tout va bien. Ça peut être aussi monsieur ou madame parfait, je suis responsable, on peut vraiment compter sur moi. Jamais je ne pourrais faire défaut à quelqu'un, on peut toujours compter sur moi. Et donc il souffre en fait profondément parce que très exigeant avec lui-même, il se juge beaucoup. Puis il est très exigeant avec les autres, il les juge beaucoup, il leur en veut quand ils sont pas à la hauteur, quand ils sont négligents. Et donc il y a de la souffrance. Il est souvent déçu des autres ou déçu de lui-même. Après, il y a une deuxième carapace, c'est la carapace de je suis fort. Je suis fort, je ne montre pas mes vulnérabilités, j'attaque avant qu'on m'attaque parce que je me protège, je suis un peu toujours sur mes gardes. Moi, on me respecte. J'attends pas l'amour des autres, j'attends juste qu'ils me respectent. Ça, c'est un masque. On ne peut pas vraiment me toucher parce que je suis fort, j'ai une carapace. Mais au fond, j'ai peur d'être blessé par les autres. Et puis parfois, je blesse aussi les autres par cette attitude et donc j'en souffre. La troisième carapace, c'est la carapace je contrôle. Je contrôle, donc je vais contrôler mes réactions. J'arrive pas à être spontané, à lâcher prise, à entrer en relation facilement, à dire ce que je ressens. Quand je le dis, il y a toujours un truc un peu mental. Ça peut être ça ou ça peut être une difficulté à faire confiance aux autres. J'ai besoin de contrôler, j'ai besoin d'être sûr, j'ai besoin d'aller vérifier. Parfois, ça peut aller jusqu'à la manipuler. Je m'en rends pas trop compte, mais je suis un peu manipulateur, je suis un peu intrusif dans les questions que je pose. Je suis très procédurier, je vais écrire des longs mails pour tout vérifier. Je vais avoir du mal à faire confiance juste comme ça. Et donc, je souffre parce que j'aimerais bien être en relation avec les autres de façon simple, quoi. Ça, c'est la carapace. Je vous laisse continuer de noter à chaque fois qu'il y a un mécanisme qui résonne. Mécanisme suivant, le mental envahissant. Je pense trop et j'en souffre. J'arrive pas à canaliser mon mental. Par exemple, typiquement, j'ai une conversation avec des gens. Je ressors de la conversation et je me dis est-ce que j'ai bien fait de dire ça à ce moment-là? Est-ce que j'ai pas rigolé trop fort à la blague? Quand j'ai partagé mon opinion sur le film, est-ce que j'étais pas un peu tranché? Ça les a pas saoulés les autres? Et je pense comme ça. Et du coup, j'ai de l'anxiété parce que je suis tout le temps en train de penser, je peux devenir obsédé par un sujet, donc je peux avoir du mal à dormir. Mon mental m'envahit. Ça, typiquement, si vous êtes un profil haut potentiel, HPI, un profil zèbre, probablement que vous vous reconnaissez dans ce mécanisme. Le mécanisme suivant, c'est le mécanisme de l'autosabotage. L'autosabotage, en fait, c'est que je fais des choses qui me font du mal, que je voudrais consciemment pas faire, mais inconsciemment, je peux pas m'empêcher de le faire. C'est plus fort que moi. Pas besoin des autres pour me faire du mal, je me fais du mal tout seul, en fait. Donc, par exemple, il y a une petite voix qui me dit « Va pas vers cette relation, c'est une relation toxique. » Mais j'y vais quand même, c'est plus fort que moi. Et ça me fait du mal. Un autosabotage, ça peut être tout va bien, il y a une relation qui commence à naître, d'amitié ou d'amour, et je coupe les ponts, sans raison, ça me fait trop peur. Être en lien, ça me fait trop peur. Et donc consciemment, je veux me faire des amis, je veux trouver l'amour, mais inconsciemment, je coupe ça. Un autosabotage, ça peut être à chaque fois que je peux dire un truc pour me faire juger par les autres, ou que je peux dire un truc pour m'humilier devant les autres, ça sort tout seul. C'est plus fort que moi. Un autosabotage, ça peut être on me fait un compliment et ça me met mal à l'aise. Je me suis mis en valeur, ça me met mal à l'aise. Non, c'est pas possible, ça me met mal à l'aise. Tout ça, c'est des autosabotages. C'est du mal qu'on se crée à soi-même. Consciemment, on ne veut pas se créer ce mal, mais inconsciemment, on ne peut pas s'empêcher de le faire. L'avant-dernier mécanisme, c'est la sursensibilité. Ça, c'est quand on est très émotif. On va passer instantanément à la peur. On voit quelqu'un rentrer avec qui on a une relation un peu difficile, on se sent tout de suite très stressé, on va perdre nos moyens facilement, on va se mettre en colère, ressentir de l'attirance très profondément pour une personne, de l'enthousiasme, et puis poum, tout d'un coup ça s'arrête. Enfin, on passe d'une émotion à l'autre, on ressent très fort nos émotions, et on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi on a ces émotions tellement intenses qui passent en nous, et puis d'ailleurs les autres non plus, ils ne comprennent pas très bien et on en souffre. Et si vous avez un profil d'hypersensible, vous vous reconnaissez très probablement dans cette description. Le dernier mécanisme, c'est l'anesthésie. Ce que j'appelle l'anesthésie, c'est tous les comportements qui vont nous permettre de ne pas sentir notre souffrance. Donc par exemple, je travaille du matin au soir. Comme ça, je ne souffre pas, je suis absorbé par mon travail. Je suis sur les écrans, je mange du sucre, je fume une cigarette, je suis accro à la pornographie, toutes les addictions quoi, pour s'anesthésier. Alors ce que je vous propose de faire, c'est, maintenant que vous avez noté les différents titres de mécanismes dans lesquels vous vous reconnaissez, d'identifier celui dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Et pour simplifier un peu les choses, on va en prendre un.
Prenez celui auquel vous vous identifiez le plus, qui est le plus récurrent dans votre vie. Votre mécanisme principal. Je vais vous poser quelques questions par rapport à ce mécanisme. Réfléchissez aux situations dans lesquelles il est activé. Quel est le stimulus activant? Le stimulus, c'est la situation ou la personne, ou voilà, ce qui vient vous activer. Je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, une personne qui se reconnaîtrait vraiment très fortement dans le trait dépendance affective, ça pourrait être quand mon mari part pendant un temps prolongé avec ses amis, il part en week-end avec ses potes, et il éteint son téléphone pour être tranquille. Ça vient déclencher mon mécanisme de dépendance affective. Donc mettez en pause et réfléchissez à votre stimulus activant à vous. Deuxième question, quelle est la réponse automatique? C'est-à-dire quand ça va se produire cette situation, qu'est-ce que vous allez ressentir, vos émotions? Qu'est-ce que vous allez penser? Et quel comportement vous allez avoir? Par exemple, la personne qui est dans la dépendance affective, elle va ressentir ce sentiment de dépendance, de manque, d'inquiétude, est-ce qu'il pense à moi, etc. Ses pensées, ça va être ce que je viens de dire, est-ce qu'il pense à moi? Et ses comportements, ça va être de façon un peu compulsive, elle va se mettre à lui écrire des textos, elle sait qu'il éteint son téléphone en général, mais on ne sait jamais comment ça se passe, tu vas bien, enfin, elle veut avoir des nouvelles toutes les 3 minutes. À présent, appuyez sur pause, réfléchissez, vous, c'est quoi vos émotions, vos pensées, vos comportements dans ce type de situation où votre mécanisme, il est activé. Ensuite, quelles conséquences ça a dans votre vie? Donc si je reprends l'exemple de cette dame, du coup, ça vient fragiliser son couple parce que son mari, ça le saoule en fait. Quand il a un week-end tranquillement avec ses potes et qu'il lui demande 4 fois comment ça va, c'est bon, ça va, t'inquiète, déstresse. Et donc ça vient créer de la tension. Donc vous, c'est quoi les conséquences sur votre vie, sur vous, sur les autres, sur votre bien-être? Je vous laisse appuyer sur pause et noter ça sur votre papier. Question suivante. Pourquoi est-ce que vous voulez vous débarrasser de ce mécanisme aujourd'hui? Qu'est-ce que ça changerait si ce mécanisme il ne s'activait plus? Je vous laisse l'écrire. C'est important que vous écriviez ces choses, ça vous oblige à vraiment y penser, à vous engager. L'expérience montre que les personnes qui font vraiment ça sont beaucoup plus engagées dans le processus de l'atelier. Donc c'est tellement tentant de regarder une vidéo de façon passive, mais vraiment faites l'effort, si vous ne l'avez pas fait, d'appuyer sur pause, de prendre un papier et de répondre à ces questions, c'est important. Alors maintenant que vous avez identifié le ou les mécanismes qui vous gênent dans votre vie, qui vous font souffrir, je vais vous donner les 2 clés, les 2 portes qui vont vous permettre d'accéder au passage secret à l'intérieur de vous, qui va vous permettre de vous débarrasser de ces mécanismes, ou en tout cas de les apaiser, d'être mieux dans votre vie, mieux avec les autres, de gérer mieux vos émotions, de guérir vos blessures. Pour ça, je voudrais vous raconter l'histoire de comment j'ai découvert ces 2 portes. C'est important parce que moi, tous ces mécanismes que je vous ai décrits, il y en a un certain nombre dans lesquels je me reconnais, mais je crois que ce qui m'a le plus fait souffrir dans ma vie, c'est mon anxiété, mon estime de moi. Quand j'avais 17 ans, il y a un événement fondateur en fait, dans ma vie. Mon père fait une dépression et ça a des conséquences désastreuses sur la vie de ma famille et sur ma vie. Je croyais que la vie était simple, qu'on vivait dans le bonheur était là. Et là, je me rends compte que la vie est pas simple du tout. En fait, que quelqu'un du jour au lendemain peut s'effondrer, ne pas arriver à se lever pour aller au travail, être mal, souffrir atrocement, rester dans son lit toute la journée. Le couple de mes parents se dégrade, ils se mettent à crier dessus. Ma mère, elle est impuissante face à ça, je la vois pleurer. La vie à la maison, ça devient un enfer. Et moi, j'ai une peur profonde qui naît à ce moment-là à l'intérieur de moi. J'ai peur de m'effondrer un jour dans la dépression. Parce que je vois bien que j'ai un caractère anxieux. Et je vois bien que des fois, je suis un peu triste, un peu déprimé. Et je me dis, mais merde, c'est arrivé à mon père, c'est arrivé à mon grand-père, qui s'est même fait hospitaliser, c'est arrivé à ma tante, qui s'est même suicidée, tellement elle allait mal dans sa vie. Et à partir de là, je commence à vraiment douter de moi-même, à me dire, mais moi je suis sûrement hyper fragile, et à être anxieux, et à avoir peur de moi-même, et à me dire, mais comment je vais pouvoir me marier un jour? Je vais pas pouvoir fonder une famille. Je vais sûrement être trop fragile psychologiquement. Et donc, se construire à 17 ans avec cette image de soi, c'est terrible. En fait, je me sens nul. En fait, je me sens très fragile et je me sens très anxieux. Et un jour, je lis un livre et la personne qui a écrit ce livre, quelques années avant moi, elle est allée dans une bibliothèque. C'est un Américain. Il s'appelle Stephen Covey.
Et en fait, il faisait une année sabbatique à Hawaï pour écrire son prochain livre avec toute sa famille. Et il va dans une bibliothèque, il faisait un peu des recherches pour son livre. Et il lit une phrase qui ça le fait switcher mentalement. Il est fasciné, cette phrase, elle résonne à l'intérieur de lui. Il la relit, il la relit, il la relit. Cette phrase, elle a eu tellement d'impact sur lui qu'elle a été la pierre angulaire du livre qu'il était en train d'écrire. Ce livre, c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent. C'est un livre qui a été vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde, donc ça a été un best-seller incroyable. Et ce livre est arrivé entre mes mains, et je lis ce passage où l'auteur décrit ce moment où il tombe sur cette phrase dans la bibliothèque. Et cette phrase, quand je la lis, moi aussi, elle me fait switcher le cerveau. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase ? Elle dit « Entre stimulus et réponse, il y a un espace. Et de ce que vous faites de cet espace dépend votre bonheur, votre croissance et votre épanouissement. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais vous expliquer d'abord cette notion de stimulus et de réponse, pour que vous puissiez comprendre cette phrase. Il y a un scientifique qui s'appelle Pavlov, qui est très connu parce que c'est un des pionniers d'une approche de la psychologie qu'on appelle la psychologie comportementale. Ça étudie les réactions, la psychologie comportementale. Et donc lui, il étudie les réactions des animaux, il fait des expériences avec des chiens. Et donc ces chiens, il leur donne à manger, mais avant de leur donner à manger, il fait toujours sonner une cloche. Et il fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à la fin, les chiens sont tellement habitués à entendre le son de la cloche juste avant de manger, que lorsque Pavlov fait sonner la cloche, à n'importe quel moment de la journée, même si c'est pas l'heure du repas, les chiens se mettent à baver. Il y a un stimulus, le stimulus c'est le son de la cloche, qui entraîne une réponse automatique, un réflexe conditionné. Le chien se met à baver parce qu'il associe la cloche à la nourriture. Et si on se voit comme des machines programmées à réagir toujours de la même façon, la vie elle est terrible, c'est un enfer. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais voir le même stimulus dans ma vie, je vais réagir de la même façon. À chaque fois que si je suis dépendant affectif, je vais tomber amoureux, je vais m'accrocher, je vais devenir dépendant de la personne. À chaque fois que je vois quelqu'un qui m'impressionne un peu si je suis timide, je vais être inhibé. À chaque fois que si je m'auto-sabote, on me fait un compliment, stimulus, ma réponse c'est je deviens tout rouge et je me dis non, on n'est pas en train de parler de moi et je me sens hyper mal à l'aise. Donc si je suis préprogrammé, si à un stimulus donné, je vais toujours donner la même réponse, ma vie est un enfer. Parce que je vais rester toujours la même personne, je vais toujours souffrir des mêmes choses. Mais en fait, l'homme, c'est pas comme un animal. L'homme, il a la capacité de se reprogrammer. On peut venir écarter l'espace entre stimulus et réponse. Et dans cet espace, on peut créer une nouvelle réponse. Et c'est ça qu'elle veut dire, cette phrase. Entre stimulus et réponse, il y a un espace. Et ça change tout. Peut-être que, avec mon intelligence, en faisant un travail sur moi, je peux changer les choses. Je peux devenir moins dépendant, moins timide, mieux me réguler émotionnellement et être plus heureux parce que je réagis différemment aux différents stimulus de la vie. Et c'est pour ça que de ce qu'on fait de cet espace dépend notre épanouissement, notre bonheur et notre croissance. Et je me dis, mais en fait, c'est tellement simple. C'est ça, c'est juste la réponse que je donne à un stimulus. Si je la change, ma vie change. Et quand je dis ça, j'ai de l'espoir. Je me dis, mais il y a peut-être une solution à cette boule dans la gorge, à ce sentiment que je suis nul, que je vais m'effondrer, qu'on va pas pouvoir m'aimer, à ce manque de confiance en moi que j'ai, qui me fait tellement m'auto-saboter, me comporter parfois d'une façon un peu bizarre avec les gens, ne pas trop oser avoir un peu d'éthique, être mal dans ma peau, quoi. Alors, comment on fait pour créer cet espace ? Stéphane Covey, dans son livre, il nous donne une recette. Il nous dit, dans cet espace, vous mettez votre imagination, on a un pouvoir créatif, vous mettez votre sens moral, sentir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ce que je fais là. Vous mettez votre conscience de vous, c'est la capacité à s'observer de l'extérieur, de dire, tiens, je suis en colère là, je me rends compte que je suis en colère. Et votre volonté. Je me sens pas bien, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même, je me discipline. Et en fait, j'ai essayé, mais ça marche pas. Ça m'a pas changé, le livre de Stéphane Covey. J'avais l'information, mais en fait, les 6 années qui ont suivi ça, j'ai pas vu tellement de transformation à l'intérieur de moi. J'avais la théorie, mais j'avais pas la pratique. Et la raison, c'est qu'il manquait un élément. Et cet élément,
c'est la première porte de la transformation intérieure que je veux vous partager ce soir. J'ai mis 6 ans à découvrir cette première porte. J'avais un petit peu oublié le livre des 7 habitudes et je faisais un stage. Donc on faisait des exercices de respiration, d'observation des sensations du corps dans ce stage. Et à un moment, j'ai eu un déclic. Et j'ai compris comment est-ce qu'on crée cet espace entre stimulus et réponse. Je ne l'ai pas compris intellectuellement, je l'ai vécu dans ma chair, j'en ai fait l'expérience. Et là, c'était hyper excitant cette sensation. Je me suis dit, mais j'ai compris ce truc-là qu'il y avait dans le livre il y a des années, j'ai compris. Peut-être que j'ai la solution pour ne plus ressentir cette angoisse. Et je me souviens de ce moment où, pendant des heures et des heures, ensuite, je suis resté hyper excité, j'arrivais pas à dormir la nuit. Pendant ce stage, il y avait des règles assez strictes. On nous invitait à ne pas prendre de notes pour rester vraiment dans l'expérience du moment présent. Et j'ai triché, je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai pris des notes et j'ai écrit tout ce que j'avais compris sur ces fameux concepts des 7 habitudes qui m'étaient expliqués dans le livre, que je vivais enfin, que je comprenais enfin, dont je faisais enfin l'expérience dans ma chair. Alors, quelle est cette fameuse expérience que j'ai faite pendant ce stage ? Et bien en fait, j'ai été initié à une technique. Cette technique, elle est très très ancienne. Cette technique, en fait, elle a été découverte par un monsieur qui était prince dans un palais. Et jusqu'à ses 29 ans, il vivait la belle vie. Et un jour, il s'est demandé, mais comment c'est la vie à l'extérieur du palais ? Il s'est rendu compte qu'il avait toujours été protégé dans ce palais. Et donc il sort, et avec son cocher qui le conduit à l'extérieur, il va rencontrer des personnes qui souffrent. Un vieillard, un malade, une personne mourante. Et il se dit, mais ce monde souffre. Et il ressent un appel dans le cœur, l'appel à mener une vie spirituelle, à devenir ermite, et à trouver une solution à la souffrance, pour aider les gens à se libérer de la souffrance. Mais comme il est prince, il ne peut pas abandonner son rôle comme ça, donc il va s'enfuir du palais pendant la nuit, et il va commencer une vie d'ermite. Et cet homme, il va trouver différents maîtres qui vont lui enseigner, et le problème, c'est que il n'arrive pas à trouver vraiment la solution pour sortir de la souffrance. Alors, après avoir essayé plein d'approches, des approches très 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 difficiles, il maigrit, il mange presque plus, il pratique vraiment un ascétisme extrême. Il dit, je vais quitter mes maîtres et je vais essayer d'apprendre, de découvrir par moi-même. Et il fait un serment de s'asseoir sous un arbre. Et tant qu'il n'aura pas découvert, compris, eu la révélation de d'où venait la souffrance et comment on se libérait de la souffrance, il ne bougerait pas de cet arbre. Alors il s'assoit, il ferme les yeux, il observe, et pendant des jours et des jours, il observe. Et à un moment, il a l'illumination. Cet homme, il s'appelle Siddhartha Gautama, mais on le connaît plus sous le nom du Bouddha. Le Bouddha, c'est un humain historique qui a découvert une technique de méditation qui s'appelle la méditation de pleine conscience. Alors, en quoi ça correspond cette technique ? Qu'est-ce qu'il comprend, Siddhartha, sous son arbre ? Il comprend que quand on a un stimulus, quelque chose qui nous arrive dans la vie, par exemple, on va reprendre notre exemple de la dépendance affective, la personne que j'aime est loin de moi et ça fait quelques heures ou quelques jours qu'on n'est plus en lien. Je vais percevoir, j'ai une perception qui va créer à l'intérieur de moi une sensation ou une émotion négative. C'est-à-dire que si la personne elle est près de moi, je la vois ou j'entends sa voix. C'est une perception sensorielle, je vais percevoir sa voix, je vais l'entendre, je vais le voir. Donc ça va faire une sensation ou une émotion positive, mais si elle n'est pas là, sensoriellement, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Donc j'ai une information qui est qu'il n'est pas là. J'entends la voisine qui passe l'aspirateur, j'entends une voiture qui passe dans la rue, mais je n'entends pas la voix de mon chéri ou de ma chérie. Et donc je perçois ça, et j'ai une sensation ou une émotion négative. Cette émotion ou cette sensation négative, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est localisée dans le corps. Ça, c'est très important. Si je ferme les yeux, je vais me rendre compte à ce moment-là que j'ai une sensation de manque. Et si j'observe très attentivement, il y a toujours des sensations dans le corps qui sont liées à nos ressentis émotionnels, à nos sentiments. Cette sensation de manque, peut-être qu'elle est dans le ventre ou un petit peu dans la poitrine. C'est pas comme quand je suis complètement détendu et que tout va bien. Ça a une sensation un petit peu différente. Et face à cette sensation ou à cette émotion négative, je vais avoir une réaction. Ah, j'aime pas ça. C'est ma réaction. Je n'accepte pas. Ah, je réagis. Et cette réaction va entraîner une réponse. Je prends mon téléphone et c'est plus fort que moi. J'envoie un texto à mon mari pour lui dire « Mon chéri, quand est-ce que tu rentres ?» On pourrait prendre un autre exemple.
On va prendre un homme cette fois. Qui, comme stimulus, voit un paquet de cigarettes. Donc la perception, c'est une perception visuelle. Les photons arrivent jusqu'à son œil et son œil envoie l'information à son cerveau qui l'interprète. Paquet de cigarettes. Ça va créer une sensation ou une émotion négative. C'est la sensation de manque. Si je l'observe là, ce serait dans ma poitrine à cet endroit. Ouais, une sensation de manque à cet endroit. Et à cause de cette sensation qui est dans le corps, la personne va avoir une réaction. Et sa réaction, ça va être d'allumer une cigarette, de réagir à cette sensation ou à cette émotion corporelle. Ok, je vous propose un petit exercice, c'est de localiser votre souffrance. Où est votre souffrance? Il va falloir observer, pour ça, affûter ses sens. Siddhartha, quand il est allé sous son arbre, il a mis des jours et des jours à juste être assis et observer les choses. Alors vous pouvez reprendre la situation que vous avez écrite tout à l'heure, votre stimulus. Visualisez cette situation, la dernière fois que ça vous est arrivé ou une fois où ça vous est arrivé fortement. Reconstituez cette situation avec vos 5 sens, comme si vous y étiez. Reconstruisez la scène, entendez ce qu'on vous dit, ou si vous apprenez une nouvelle sur votre téléphone, voyez-vous sortir le téléphone de la poche. Sentez les choses, ce que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez voir, les couleurs. Remettez-vous dans le ressenti que vous aviez à ce moment-là. Nommez l'émotion ou le sentiment que vous avez. Fermez les yeux si ça vous aide, restez bien concentré. Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la tristesse? Est-ce que c'est plutôt de la honte, de la famille de l'anxiété, de la tristesse, jalousie, colère, culpabilité, aversion, c'est-à-dire ne pas vouloir que quelque chose n'arrive pas, ou à l'inverse, du désir, du manque? Quelle est l'émotion? Notez-la intérieurement. Et observez cette émotion ou ce sentiment. À quel endroit dans votre corps vous avez des informations, des sensations qui vous indiquent que vous êtes en train de ressentir ça? Ça peut être subtil, mais il y en a toujours. Où est-ce que c'est localisé dans votre corps? Donc je vous invite à appuyer sur pause si vous avez besoin de plus de temps, et ensuite à le noter. Nommez l'émotion ou le sentiment. Où est-ce que c'est localisé dans votre corps? Alors la bonne nouvelle, c'est que Siddhartha, il a non seulement compris de façon fine d'où naît la souffrance, mais il nous a donné des moyens très pratiques pour soulager notre souffrance. Siddhartha, il nous donne un moyen très pratique de créer un espace entre stimulus et la réponse. Il va nous inviter à aller regarder à 2 endroits. On va créer un espace au niveau de la perception. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer, tout simplement. J'observe ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Comme quelqu'un qui est curieux. Ah tiens, intéressant. Ah, ma souffrance est dans mon ventre. Ah, je note, il y a de la souffrance dans mon ventre. Comment c'est dans mon petit doigt de pied? Ah, là, il n'y en a pas. Observer. La simple observation apaise la souffrance. Deuxième espace que nous invite Siddhartha à créer, c'est au niveau de la réaction. Il nous invite à avoir une réaction d'acceptation. Accepter. J'ai de la souffrance dans mon ventre? J'accepte. Je ressens une joie, un plaisir immense? J'accepte. Je ne réagis pas. Je développe de l'équanimité. L'équanimité, ça veut dire accueillir toute chose de façon égale. J'accueille le négatif, j'accueille le positif, sans réagir. Et c'est ça que j'ai appris à ce fameux stage Vipassana, c'est ça, ce déclic que j'ai compris. Voilà le chemin pour créer un espace entre stimulus et réponse. Observer, accepter, comprendre que la souffrance est dans le corps. Donc si je résume, la souffrance n'est pas causée par la situation extérieure. La souffrance, elle est causée par les sensations ou les émotions négatives qui sont créées automatiquement par cette situation. Ces sensations et ces émotions, elles sont dans le corps. Et si on observe et si on accepte ces sensations et ces émotions, la souffrance diminue. Donc, pour se transformer intérieurement, il faut passer par la porte du corps. La souffrance est dans le corps. Et donc, cette porte numéro 1 que j'ai découvert, c'est la porte du corps. Voilà. Vous connaissez la moitié de la réponse pour pouvoir accéder à ce fameux passage secret pour se transformer intérieurement, que j'ai mis 10 ans à découvrir pour pouvoir venir à bout de ces souffrances de l'anxiété que j'avais par rapport à cette peur de tomber en dépression. Maintenant, ça résout pas tout. Imaginons 2 femmes, Jeanne et Isabelle. Elles sont toutes les 2 nouvelles dans un service, et elles ont toutes les 2 vraiment l'envie de se faire des amis, et elles apprécient toutes les 2 Sandra. Et Sandra, elle travaille dans le même bureau qu'elle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un lundi, après 2 ou 3 mois à avoir intégré cette entreprise nouvelle, il y a Jeanne
qui entend des collègues qui sont à la machine à café et elle entend « Ah, c'était trop bien le barbecue chez Sandra ce week-end ». Et là, quand elle entend ça, immédiatement, elle se sent trop mal dans son corps. Elle voulait tant être amie avec Sandra, elle veut vraiment tisser des connaissances. Et en plus, elle avait l'impression qu'elle s'entendait bien, qu'elle rigolait, elle se rendait parfois des petits services. Et du coup, elle comprend pas, elle se dit mais pourquoi elle m'a pas invité? En fait, on n'est pas amis. Et tout de suite, elle se met à ressentir plein d'émotions dans son corps. Elle a de l'anxiété, elle se dit mais oh, je galère tout le temps à me faire des amis, encore une fois, on m'aime pas, on me rejette. Elle ressent de la tristesse, elle se dit mais j'existe pas à ses yeux, elle ressent de la colère, elle se dit mais c'est injuste, c'est pas juste, et elle est pas bien, et ça la rend malade. Et ça va lui créer une souffrance, et elle y repense de façon régulière, et elle reste avec ça. Et un jour, elle discute avec Isabelle, qui est sa collègue, et elle sait que Isabelle, comme elle est nouvelle, comme elle a l'aspiration de se faire des amis, comme elle apprécie Sandra. Et elle lui dit t'es au courant que Sandra elle a fait un barbecue et qu'elle m'a pas invité? Est-ce que toi t'étais invité? Et Isabelle elle lui dit bah non, je t'ai pas invité. Et elle dit bah comment tu te sens par rapport à ça? Isabelle elle lui dit bah je suis triste. Et puis les jours passent et Sandra elle est un peu étonnée parce que en fait elle a l'impression que c'est pas si grave finalement pour Isabelle. Et elle revient vers elle et elle lui dit mais excuse-moi, comment tu te sens par rapport au fait que Sandra elle nous ait pas invités? Et elle dit oh j'avais presque oublié. Oui, sur le coup j'étais triste, mais c'est passé. Bon, je sais pas, peut-être qu'on deviendra amis, peut-être qu'on ne deviendra pas amis. Écoute, voilà, ça m'a rendu triste sur le coup, mais une heure plus tard, c'était oublié. Et là, Jeanne, elle se dit, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on réagit aussi différemment? Pourquoi est-ce que moi, ça me met malade, ça me met dans tous mes états, et c'est tout le temps la même chose, et je réagis émotionnellement hyper fort à ce genre de situation, et ça me blesse dans mon estime de moi, je me sens pas bien, j'ai beaucoup d'anxiété dans ma vie. Et pourquoi Isabelle, bah elle, ça la blesse, mais ça n'a pas l'air de lui faire plus que ça. C'est quoi la différence? Et bah, pour le comprendre, il faut regarder leur histoire personnelle, comment leur cerveau s'est construit dans leur enfance. Parce que Jeanne et Isabelle, en fait, elles n'ont pas eu la même enfant, elles n'ont pas eu la même construction émotionnelle. Comprendre la différence entre Jeanne et Isabelle, pour comprendre la différence de leur réponse émotionnelle, il faut comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Imaginons que ce soit un cerveau. À l'extérieur du cerveau, on va trouver les couches supérieures du cerveau, là, qui seront représentées par mes doigts. C'est ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est une zone du cerveau dans laquelle on va trouver ce qui nous permet de communiquer, le langage, de calculer, toutes les fonctions avancées, en fait, qui sont spécifiques à l'homme. Et à l'intérieur, si on ouvre le cerveau, hop, j'ouvre le cerveau, on va trouver d'autres parties qu'on a en commun avec les mammifères, qu'on a en commun aussi avec d'autres espèces animales. Notre cerveau limbique, ce qu'on appelle parfois le cerveau reptilien, le tronc cérébral, sont des parties plus enfouies, plus archaïques du cerveau, et qui vont gérer, entre autres, plein de choses, mais entre autres la dimension émotionnelle. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est ce cerveau émotionnel, à l'intérieur de vous, il a quel âge? Pourquoi je vous pose cette question? En fait, la question que je pose, c'est à quel moment il se forme, à quel moment il se construit. Et en fait, ça se construit pendant la petite enfance, pendant l'enfance. Et après, c'est comme si ce qui a été construit à ce moment-là où le cerveau est très malléable va se figer et ensuite ça ne va plus bouger pour le reste de notre vie. En gros, dans mon enfance, j'ai un cerveau qui est comme un cerveau prématuré, non terminé. Si vous regardez au microscope les neurones d'un bébé qui est né, et puis pendant ses premières années de vie, la structure du cerveau, elle est un peu comme chez d'autres animaux quand il est encore dans la maman, dans le ventre, qu'il est encore un embryon. C'est la même structure alors que l'enfant est déjà né, il est déjà sorti, mais c'est comme s'il n'était pas terminé. Puis on voit bien qu'un bébé, ça ne sait rien faire. Une petite gazelle, 10 minutes après sa naissance, elle s'est déjà gambadée. L'enfant, il va mettre plusieurs années avant d'apprendre à marcher. Son cerveau n'est pas terminé. Et ça, c'est génial parce que ça va lui permettre de se terminer au contact de sa culture, au contact de ses parents, et c'est ce qui va faire que les enfants sont capables d'apprendre autant. Leur cerveau va se former en même temps qu'ils grandissent,
et pouvoir apprendre une langue sans faire aucun effort, par exemple, alors que vous auriez besoin de centaines et de centaines d'heures et puis en plus vous auriez un accent, lui, l'enfant, il n'a pas du tout d'accent. Donc ces super capacités du cerveau, elles sont liées au fait qu'il n'est pas terminé. Maintenant, c'est pareil pour le cerveau émotionnel. Et le cerveau émotionnel d'un bébé n'est pas terminé, donc de même que le bébé ne sait pas marcher, le bébé ne sait pas se réguler émotionnellement. J'ai faim, ouin, je pleure. Maman n'est pas là, ouin, je pleure. Je suis malade, ouin, je pleure. C'est une pure réaction, le cerveau d'un enfant. Un bébé, il est complètement réactif. Le stimulus et la réponse, ils sont collés, quoi. C'est immédiat. Alors comment est-ce qu'un enfant va apprendre à se réguler émotionnellement? Il est dépendant de l'adulte. En fait, c'est comme si la fonction de régulation de l'enfant, elle n'était pas dans son cerveau à lui, elle était dans le cerveau de sa maman ou de son papa, et que c'est la partie du cerveau de la maman qui est capable de réguler, qui est capable de dire « bébé pleure, mais ça va, il va manger dans 5 minutes, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ». Et donc la maman, elle n'est pas inquiète. Et donc elle va avoir des gestes, elle va avoir un ton de voix qui fait qu'elle est rassurante. Et bébé sent maman qui parle avec douceur, il sent les caresses. Et je dis « ah, ça va, il y a de la sécurité ». Alors on arrête le ouin-ouin et on se met à se calmer. Et dans les couches les plus profondes du bébé, il va s'enregistrer comme une petite musique de fond. Ce monde est sécurisé. Ok, quand il y a un stress, c'est pas pour toute la vie, ça va, ça se régule. Et ce bébé, il a développé de la sécurité à l'intérieur de lui, et ben il va la développer tout au long de sa vie. La sécurité intérieure d'un bébé se construit par la relation avec ses figures d'attachement. Donc en gros, pour 99% des gens, papa et maman, il s'attache à ses parents et ses parents le co-régulent, lui apportent de la régulation émotionnelle. Alors, les chercheurs ont essayé de comprendre pendant plusieurs décennies ce qui se passait précisément, comment la relation construit la sécurité émotionnelle de l'enfant. Et ça a donné lieu à une théorie qui est écrite par Mary Ainsworth, qui est la théorie de l'attachement, qui est une théorie qui a été plus que vérifiée par plein d'études. Et pour vous expliquer ce que dit cette théorie et qui est très importante par rapport à ce que je vais vous transmettre ce soir, je vais vous parler d'une expérience, l'expérience du Minnesota. C'est une expérience qui a été menée par des disciples de Mary Ainsworth, donc des disciples de la personne qui a créé cette théorie de l'attachement. Et en fait, ils ont sélectionné à peu près 260 mamans qui étaient enceintes et ils leur ont fait faire une expérience qui s'appelle The Strange Situation, la situation étrange. On prend la maman et son bébé, on dit mettez-vous là madame, et on va trouver un petit prétexte pour que la maman s'éloigne quelques instants de son bébé. Donc le bébé il est dans un nouvel environnement et sa maman va partir, on lui fait signer des papiers ou autre. Et en fait pendant ce temps-là, discrètement, il y a des gens qui observent comment réagit le bébé. Il y a deux types de bébés. Il y a les bébés qui sont secure, donc sécurisés. Maman part, ils sont un peu inquiets, mais ça va, pas trop, ils explorent, il y a des jeux, tiens, c'est intéressant, et voilà, ils vont pas conquérir le monde, mais ils vont explorer cet espace, quoi. Maman revient, ils sont contents de revoir maman, tout va bien. Maintenant, il y a les bébés insécures. Et les bébés insécures, on observe comment ils sont en relation par rapport à la maman. Les bébés insécures, il y en a qui vont voir maman s'éloigner. Ouh, ça me va pas ça. Je m'accroche à maman. C'est des bébés qui ont un attachement anxieux. Maman, elle s'en va, je suis pas bien. Maman, elle revient, je suis trop contente de te voir. Mais en même temps, je boude, je suis pas content parce que t'es parti quand même, tu m'as abandonné. Et le bébé, il est pas bien. Donc, pendant que maman est pas là, il explore pas vraiment. Il est stressé, il est pas bien, il est insécurisé. Il y a d'autres bébés, maman s'en va, bébé a vraisemblablement pas remarqué, maman revient, bébé s'en fout. En apparence, tout va bien, mais en réalité, quand on mesure le niveau de stress de ce bébé par le cortisol, c'est une hormone du stress, ses battements cardiaques, on s'aperçoit que ce bébé, en fait, il est pas bien. Et en fait, ce bébé, il a un attachement évitant. Maman s'en va, je m'en fiche. De toute façon, t'es pas capable de prendre soin de moi émotionnellement, je ne suis pas attaché à toi. Maman revient, je suis indifférent, mais à l'intérieur, en fait, je suis blessé. Et donc, vous voyez, ces bébés ne sont pas attachés dans l'attachement. C'est très confrontant pour eux que maman s'en aille ou revienne. Soit le bébé, il est ignorant de sa mère, soit le bébé, il ne supporte pas que la mère s'en aille. Mais dans les deux cas, il y a une insécurité. Ces bébés explorent moins le territoire et donc on voit aussi qu'ils sont plus stressés. Donc dans l'expérience du Minnesota, on observe ces bébés tout au long de leur vie et à 1 an, on est capable de les catégoriser attachement sécure avec la maman, attachement insécure avec la maman. Sur la base de la catégorie dans laquelle ils sont, on peut prédire, quand ils seront enfants,
est-ce qu'ils vont facilement arriver à se faire des amis à l'école? Quand ils seront ados, est-ce qu'ils seront capables de naviguer dans les dynamiques des adolescents, qui peuvent être assez complexes, amis, ennemis, les logiques d'inclusion, d'exclusion? Ceux qui sont insécures vont être beaucoup moins capables de le faire, qui étaient dans le groupe insécure quand ils avaient 1 an. Ils vont être capables de prédire ensuite au lycée s'ils vont abandonner le lycée ou s'ils vont être capables de tenir jusqu'au bac. Donc si j'observe comment bébé se comporte avec maman, la nature du lien à 1 an, je suis capable de réussir plein de facteurs de réussite et d'échec, que ce soit scolaire ou que ce soit dans la capacité à établir des relations avec les autres. Quelle est l'explication? L'explication, c'est que les bébés qui ont un attachement sécure, la maman arrive à co-réguler le bébé. Et donc son cerveau émotionnel enregistre une musique de fond. Je suis en sécurité dans la relation, ce monde est sécure. Et je suis en sécurité. Les bébés insécures, anxieux ou évitants, dans leur cerveau émotionnel, ils vont enregistrer « je stresse, je suis pas bien, je suis souvent en danger, je peux pas vraiment compter sur maman ». Bon, c'est très émotionnel, hein, ils se disent pas ça évidemment, mais ils ressentent ça. Et donc, toute leur vie, ils vont avoir comme une musique de fond un peu inquiétante. Et donc, ils vont avoir du stress, ils vont être pas bien, ils vont pas arriver à entrer en relation avec les autres, ils vont être plus dépendants, ils vont être moins autonomes. Enfin voilà, une personne qui est stressée, qui est pas bien, qui est émotionnellement pas régulée, c'est évident que dans toutes les situations de la vie, elle est moins en paix, moins sereine, et donc elle réussit moins bien. Vous vous souvenez, je vous ai demandé, c'est quoi la différence entre Isabelle et Jeanne, celle qui est très affectée par le fait que Sandra a finalement pas très envie d'être amie avec elle, et celle que ça rend triste, mais ça va. Ben, la différence, c'est que Jeanne, elle a eu un attachement insécure à ses parents, alors que Isabelle, elle a eu un attachement sécure. Et le cerveau émotionnel de Jeanne, c'est le cerveau émotionnel d'une petite fille de 3 ans qui est dans l'insécurité. Quel âge il a son cerveau émotionnel? Il a 3 ans. Il s'est formé à 3 ans et après il est resté cristallisé. Et les réponses émotionnelles de Jeanne, c'est toujours les mêmes. Pour Isabelle, c'est la même chose, sauf que Isabelle, c'est sécurisé. Et donc au même stimulus, elles ne vont pas avoir la même réponse. Et en fait, derrière, ce sont des blessures. Il y a 2 mécanismes qu'on sait qui se produisent quand des personnes vivent des traumas, donc par exemple des personnes qui vivent des traumas de guerre ou des traumas très importants d'enfance. Le premier mécanisme, c'est l'hypervigilance. On a tout un système de stress à l'intérieur, différentes parties du cerveau, l'hypothalamus qui va recevoir les informations liées aux perceptions, qui va demander à l'hippocampe est-ce que ça ressemble à un danger ou pas. L'hippocampe va répondre oui ou non. En fonction de ça, les amygdales vont s'activer ou pas s'activer et envoyer à l'hypophyse, qui est une partie du cerveau qui crée des hormones. L'hypophyse va libérer des hormones qui vont arriver dans les glandes surrénales. Les glandes surrénales vont se mettre à produire des hormones dans tout le corps, comme l'adrénaline ou comme la cortisol, qui vont activer le système de stress. Tout ce système de vigilance, ce système qui scanne en permanence l'environnement à la recherche de danger, chez les enfants qui ont un attachement insécure, il va s'activer beaucoup plus facilement. On va être toujours vigilant, en fait. On va être toujours vigilant, toujours en alerte, en quelque sorte. Et donc, c'est ça qui peut expliquer les mécanismes qu'on a vus au tout début de cette vidéo. Quelqu'un qui est dans la dépendance affective, il est dans l'hypervigilance, ça ressemble à de l'abandon. Quelqu'un qui est dans la timidité, il est dans l'hypervigilance, on se met à stresser, une relation sociale, il pourrait y avoir de l'insécurité. Ça, c'est les mécanismes d'hypervigilance. Les personnes qui ont des traumas, donc, ont ce mécanisme, l'hypervigilance ne s'arrête jamais. Les personnes qui ont des traumas ont un deuxième mécanisme qui est la dissociation. C'est tellement insupportable ce que je suis en train de vivre, c'est tellement un stress élevé que je me coupe et que je ne ressens plus rien. Et c'est ce qui va expliquer aussi dans les mécanismes tous les phénomènes où on se coupe. Par exemple, les phénomènes où on met une carapace. Je deviens Madame Parfaite, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ma vie, mais je fais semblant de ne pas les ressentir. Je suis dans l'hyper-contrôle, j'arrive pas à être avec les gens de façon spontanée, à entrer dans la relation, à me laisser toucher. Je suis toujours un peu sur mes gardes et vigilant. J'ai coupé, je ne me laisse pas toucher, c'est trop dangereux de se laisser toucher, on va me trahir, on va pas voir par derrière, alors je me laisse pas toucher par les relations. Donc ces phénomènes d'hypervigilance ou de dissociation, ils vont s'activer dans le cerveau émotionnel. Et il y a un autre phénomène qui est au niveau des croyances qu'on vient développer dans la relation. Un enfant va enregistrer, par exemple, son père est colérique, il s'énerve pour rien, et c'est un peu traumatisant pour lui. Il va enregistrer « il faut que je sois parfait, que je sois transparent. Et là, je vois que ça calme papa, qu'il ne s'énerve pas. » Et il va enregistrer cette croyance. Quand je suis parfait, quand je suis transparent, je suis aimé. C'est ça le goût que ça avait, l'amour de papa. Fallait être comme ça, inconsciemment.
Donc si je veux mériter l'amour des gens, il faut que je sois parfait, il faut que je sois transparent. Et cette croyance va rester à l'état adulte. Il peut y avoir aussi d'autres croyances, par exemple, maman me rabaisse, c'est parce que je suis nul. Sinon, ça voudrait dire que maman, elle m'aime pas vraiment, que c'est pas une vraie maman, qu'elle n'est pas capable de m'aimer et de sécurité. Un enfant, il peut pas concevoir ça. Si maman m'aime pas, si je suis pas en sécurité, je suis en danger de mort, je suis tellement dépendant en tant qu'enfant de mes parents. Donc non, on va garder l'image de maman qui m'aime et maman qui me sécurise. Si elle me rabaisse, l'explication logique, c'est que je dois être vraiment un vrai nul. Et donc toute ma vie, je vais avoir un 18 sur 20, mais je me sens nul. Je vais être félicité par mon professeur ou par mon patron, mais c'est bizarre, je me sens quand même nul. Parce que émotionnellement, je ressens ça tellement fort, j'ai tellement développé cette croyance qui m'a sauvé, qui m'a aidé à survivre quand j'étais petit. Ce qui explique les mécanismes que vous avez, les émotions trop fortes, cette difficulté à être bien avec les autres, à vous aimer, les blessures que vous avez, très probablement, c'est dû à la construction de votre cerveau émotionnel. Et ce cerveau émotionnel, il a un âge, l'âge que vous aviez au moment de cette construction. C'est un enfant, c'est un ado. Et c'est ça qu'on appelle l'enfant intérieur. Il y a une vérité scientifique derrière cette notion dont vous avez peut-être déjà entendu en psychologie. L'enfant intérieur, ce qui réagit émotionnellement à l'intérieur de moi, ou ce qui surréagit, en fait, c'est mon cerveau qui a été construit quand j'étais petit. Qu'est-ce qui vient causer ça? Je vous ai parlé de trauma tout à l'heure. Ça peut être des traumas, des véritables traumas. Si vous avez été régulièrement rabaissé ou humilié, poussé ou violenté, subi des attouchements ou un viol, si vous aviez régulièrement l'impression que vous n'étiez pas important aux yeux de vos parents, que vous avez eu régulièrement faim ou des vêtements sales, que vos parents se sont séparés, si vos parents vous ont se menaçaient physiquement, ou s'il y a eu un alcoolique ou un toxicomane dans votre maison, ou des parents qui ont une dépression, maladie mentale, tentative de suicide, ou un parent qui a fait de la prison, vous avez vécu un vrai trauma. Et il n'y a pas besoin d'avoir vécu des traumas aussi forts que ça pour pouvoir être blessé. Même dans une famille, entre guillemets, normale, fonctionnelle, on a tous reçu des blessures. Et donc, votre cerveau émotionnel, il a probablement une blessure à l'intérieur de lui. Je vais vous inviter à réfléchir à ça. La blessure de votre enfant intérieur, la blessure de votre cerveau émotionnel. Pensez à vos relations aux autres ou à votre relation avec vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous auriez un enfant intérieur qui se sent rejeté? Si vous êtes une personne qui a l'impression qu'elle n'a pas le droit d'exister, qui met un masque de fuyant devant les autres, comme ça, si je ne suis pas vu, si je fuis, on ne pourra pas me rejeter puisque j'existe déjà pas. C'est peut-être un enfant intérieur qui se sent rejeté, c'est peut-être votre blessure fondamentale, le rejet. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez un enfant intérieur qui se sent abandonné. Si vous êtes une personne qui n'a pas d'autonomie, qui porte le masque de la dépendance, qui a peur de la solitude, peut-être votre enfant intérieur, sa plus grande peur, c'est d'être abandonné. Peut-être vous avez un enfant intérieur qui se sent humilié. Si vous avez honte d'être qui vous êtes, si parfois vous portez le masque du masochiste, vous avez l'impression que vous êtes un gros cochon, que vous méritez d'être traité comme elle, ou un gros nul qui mérite qu'on l'humilie. Peut-être vous avez un enfant intérieur qui se sent trahi. Peut-être vous êtes une personne qui attache les autres à vous pour ne pas être trahi. Peut-être même par des mécanismes de manipulation envers les autres que vous exercez de façon inconsciente sans vous en rendre compte. Et vous portez un masque de contrôle. Peut-être que votre enfant intérieur, il subit l'injustice, et ça va souvent donner des personnes qui vont compter, œil pour œil, dent pour dent, et qui vont porter un masque de rigidité. Je vous invite à réfléchir à ça, et à écrire sur votre papier. La blessure fondamentale de mon enfant intérieur, c'est... Et ensuite, faites un lien avec ce que vous avez vécu dans le passé. Vous ne le ferez pas forcément, c'est pas forcément important d'avoir l'explication logique, l'explication originale, mais il y a peut-être un lien avec un vécu, ce que vous avez vécu dans la relation avec vos parents ou avec d'autres personnes. Est-ce que vous faites un lien éventuel avec quelque chose que vous avez vécu dans le passé? Je vais vous inviter à le noter aussi. Un petit truc qui peut aider, regardez dans votre vie d'adulte aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez dans la relation avec vos parents ou les personnes qui vous ont éduqué. Si vous ressentez régulièrement de la colère, ou de la tristesse, ou de la peur, ou de la culpabilité, ou de la honte, ça peut être le signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans la relation, qui est blessé. Ça peut être un indice. Je vous laisse trouver quelle est votre blessure fondamentale, l'écrire, et écrire les liens que vous faites éventuellement avec votre passé. Prenez le temps de faire ça, appuyez sur pause. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on pourrait être tenté de se dire « Ah ok, d'accord, donc il faut que je comprenne mes blessures d'enfance pour pouvoir guérir mais ce qui me fait souffrir aujourd'hui dans ma vie. » En fait, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est
une fausse solution. Ça peut aider, ça a son utilité, mais il y a plein de gens que je vois qui ont creusé en psychanalyse, qui ont fait tous les liens, qui comprennent parfaitement comment ils fonctionnent, pourquoi ils fonctionnent, le lien avec maman, le lien avec papa, etc. Mais ça change rien, c'est pas parce que je comprends mes mécanismes que émotionnellement, je suis pas touché. Alors, comment est-ce qu'on guérit? Comment est-ce qu'on guérit l'enfant intérieur? On guérit nos blessures, on guérit l'enfant intérieur en lui donnant l'antidote. L'antidote au rejet, l'antidote à l'abandon, l'antidote à la trahison, l'antidote à l'humiliation, l'antidote à l'injustice, l'antidote à sa blessure profonde. Et c'est quoi cet antidote? Cet antidote, c'est la sécurité et l'amour. Si je me sens en sécurité et si je me sens aimé inconditionnellement dans la relation, je me sens pas rejeté, je me sens pas trahi, je me sens pas humilié, je me sens pas abandonné, je ressens pas l'injustice, je me sens pas humilié. Et donc c'est ça dont il a besoin votre enfant intérieur, de ressentir émotionnellement cette sécurité et cet amour. Et qu'est-ce qui donne la sécurité et l'amour? C'est la relation. C'est la relation avec les figures d'attachement sécurisantes et aimantes qui guérissent l'enfant intérieur. C'est la relation qui construit la sécurité. Et donc à l'âge adulte, comme dans l'enfance, à l'âge adulte, c'est toujours la relation qui permet de réécrire votre mémoire traumatique, qui permet de penser les blessures et qui permet de reprogrammer vos réactions émotionnelles automatiques ce qui fera que face à un stimulus, vous pourrez changer votre réponse. Et donc pour se transformer intérieurement, il faut passer par la porte de la relation. Et c'est la deuxième porte que j'ai trouvée encore des années plus tard, la porte de la relation. C'est elle qui va vous permettre de vous sentir mieux avec vous, plus d'estime de soi, plus de confiance en soi, mieux avec les autres, bien dans leur vie, bien dans votre vie, etc. Comment est-ce que j'ai découvert cette porte? Là, je vous ai raconté la théorie, la dimension scientifique et psychologique de la construction humaine, mais en fait, vous vous souvenez, cette expérience que j'ai faite à Vipassana, de découvrir la première porte, la porte du corps, ça n'a pas suffi en fait, ça ne m'a pas guéri. Mes espoirs ont été un peu déçus. J'ai continué à ressentir de l'anxiété, etc. Mais un jour, j'ai vécu une expérience qui a fait pour la première fois une différence à l'intérieur de moi. Je suis allé au village des Pruniers. C'était peut-être ma deuxième ou troisième retraite là-bas. C'était une retraite pour les éducateurs. À l'époque, j'étais prof, donc ça m'intéressait. Et on nous a rassemblés dans une petite salle et il y avait un petit écran de télévision sur lequel on nous a passé une conférence d'1 heure qui était donnée par Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, c'est le moine bouddhiste qui a fondé le village des Pruniers. Et dans cette vidéo, j'ai été extrêmement marqué par un de ses enseignements. Il disait, quand vous souffrez, au lieu d'essayer de repousser votre souffrance, c'est très violent comme acte. Accueillez-la. Accueillez votre souffrance comme une maman accueille un bébé qui pleure, qui est en train de crier. La maman est d'une absolue non-violence. Elle ne fait qu'offrir sa présence au bébé. Et là, je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'étais violent avec moi depuis toujours. Parce que je souffrais tellement. À chaque fois que je voyais mon anxiété, je souffrais tellement de toutes ces peurs, de tomber en dépression, de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à fonder une famille, de ne pas être aimé, etc. Toutes ces peurs, de me sentir nul, que je me détestais là-dedans. Je détestais cette anxiété, ces peurs, et donc c'est moi que je détestais. Et là, j'ai compris en fait que si j'acceptais ma vulnérabilité, alors je pourrais m'aimer et être en paix. Et ça a été une découverte incroyable parce que depuis ce jour, je me suis mis à tous les jours pratiquer dans l'esprit que ce que nous proposait Thich Nhat Hanh, 10 minutes par jour. Et je sentais mon anxiété, parfois c'était dans la gorge, ça faisait tellement mal. Mais je l'autorisais à crier, à hurler, je m'autorisais à être anxieux. J'acceptais, j'étais présent et je m'aimais. Et ça a été une expérience très transformante. Ça n'a pas fait complètement disparaître l'anxiété. L'anxiété venait toujours me chatouiller. Mais par contre, petit à petit, toutes les pensées qui jaillissaient, je ne vais pas être à l'auteur, je suis nul, etc., elles se sont dissoutes. Et je pouvais tout simplement être anxieux, j'avais la souffrance de l'anxiété, mais pas toutes ces pensées destructrices qui étaient extrêmement blessantes. Et ça faisait une sacrée différence dans ma vie. Pouvoir accepter et pouvoir aimer mon anxiété. À présent, je vais vous proposer de pratiquer. On va ouvrir ces deux portes ensemble. Dans un premier temps, je vais vous faire pratiquer une méditation dans l'esprit de ce que j'ai appris avec Thich Nhat Hanh. Une méditation où on va ouvrir la première porte, la porte du corps, puis ensuite on va ouvrir la porte de la relation. Pour ce moment, on va ouvrir la porte de la relation.
Je vais vous inviter à imaginer une image de mère aimante, ou peut-être une image de père aimant, si ça vous convient mieux. Si vous avez quelque chose dans la relation avec votre mère ou avec votre père, vous pouvez prendre un archétype, une figure fictive, ou peut-être une figure spirituelle, Marie, ou une autre figure, ou quelqu'un que vous connaissez qui peut vous inspirer vraiment cet amour-là. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Je vous invite aussi à réfléchir à une situation où vous avez senti une émotion forte, qui vous a fait du mal, où vous étiez vulnérable. La tristesse, la colère, de l'anxiété. On va vivre cette méditation. Après cette méditation, on vivra ensemble, on fera une pause, et ensuite on vivra ensemble une visualisation. Je vais vous emmener à la rencontre de votre enfant intérieur. Pour accéder à la deuxième partie de l'atelier, cliquez sur le lien dans la description.